Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du sport business 2025 de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richomme, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Il y a ces 2 fossettes qui la distinguent et lui donnent cet air joyeux, presque espiègle. Ses yeux bleus qui pétillent, son sourire sans fin et une énergie assez folle qui se dégage d'elle, riche de ses 25 ans, 26 en mai. Une énergie qui lui vient peut-être de cette enfance entre l'Angleterre et le plan de la Tour dans le sud de la France, de cette vision du monde pluriculturel qu'elle a forcément avec une maman britannique, un papa sud-africain et au final pas moins de 4 nationalités si on y ajoute la française et la néerlandaise. Son élément, c'est l'eau. Dessus, dedans, dessous, elle est chez elle. Mais disons que c'est quand même dessus qu'elle excelle. D'abord, pendant 10 ans, en 4x20, avec 2 titres de championne d'Europe et une place de 5e mondiale. Et depuis 2019, c'est en kitefoil. C'est à Southampton, pendant ses études de droit, qu'elle découvre cette discipline qui va devenir support olympique. Elle mord à l'hameçon. Très vite, elle brille. D'ailleurs, sur la planète Kite, les Français vont d'ailleurs très vite prendre le lead. Notre invitée, elle, est double vice-championne d'Europe. Elle est devenue même championne du monde l'année dernière, mais sous le drapeau néerlandais. Un choix qu'elle nous racontera. Elle se prépare donc pour les Jeux de Los Angeles en 2028 en orange et plus en bleu. Autant vous dire que c'est l'objectif avec un O majuscule. Elle s'était déjà préparée pour ceux de Paris, c'est Lauriane Lolo, future vice-championne olympique qui fut sélectionnée. Alors là, autant vous dire qu'elle est motivée, très, très motivée. Jessie Kampmann est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Jessie. Bonjour Hélène, merci beaucoup. Déjà, je vois que tu as vraiment fait des recherches parce que mon parcours n'est pas le plus simple à comprendre, je dirais. Donc, ça fait plaisir et ça fait plaisir d'être là aussi. Comment vas-tu? Où est-ce que tu nous décris un peu où tu es? Là, tu reviens il y a quelques jours, c'était la fin de Palma qui a été une semaine brillante encore une fois. Tu nous racontes un peu là où tu es? Comment tu es? Ouais, carrément. Là, je suis à hier dans mon appartement et je suis rentrée du coup dimanche de Palma. Donc là, je suis un petit peu fatiguée quand même. C'était une semaine assez intense et on a fait beaucoup de manches. C'était aussi la première compète de la saison. Donc là, ça fait du bien de rentrer chez soi, de se reposer un petit peu et de faire autre chose. Et voilà, sinon tout va bien. J'ai passé une chouette semaine à Palma, ce qui s'est très très bien passé d'ailleurs. Avec Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de manches, gagnées, hein? ouais, c'est ça. En fait, c'est un petit peu la compétition où tu retrouves tout le monde après ton entraînement hivernal et du coup, là, j'ai pu me mesurer aux étrangères et voir le travail qui a été fait, pendant l'hiver.
et voilà, c'est on a rempli nos objectifs, de la semaine avec mon équipe, bah, j'ai remporté 12 manches sur 16, donc c'est énorme. Je vraiment, je même moi, j'arrivais pas trop à conceptualiser comment j'ai réussi à faire ça, et le dernier jour des finales, je finis deuxième, donc 2e de la compétition, et voilà, super contente du début de saison. 2e derrière, bah, Lauriane Nolot, C'est ça, que c'est, tu considères comme une étrangère maintenant. bah, ouais, c'est ça, c'est, ouais, c'est ça fait partie de, bah, des concurrentes étrangères, et qui, du coup, n'est plus, quelqu'un dans mon équipe. Bon, évidemment, on va revenir sur ce choix-là, hein, de prendre la nationalité, néerlandaise. Avant, on va, aller revenir, au début. Je crois que ça commence quand même vachement tôt, ton histoire d'amour avec la mer et avec, la voile. Si j'ai bien lu, déjà, ça part bien parce que tu as quand même 2 parents qui aiment ça, Oui. et ça commence, vers Crawley en Angleterre, là où tu vas naître en 2000. Voilà, quelles sont les 1res touches que tu as avec ce milieu-là? Alors il faut savoir que mes 2 parents, ils se sont rencontrés, ils bossaient tous les 2 sur des voiliers, en fait. Enfin, mon père de base pas du tout, il était maçon, et en fait, il s'est retrouvé par hasard, à faire du travail sur le bateau sur lequel ma mère travaillait. Il refaisait le deck, et en fait, il s'est bien entendu avec l'équipage, et ils lui ont proposé de faire la traversée de l'Atlantique avec eux. Donc c'est vraiment par hasard. Et ma mère était, elle était matelot à bord. OK. Du coup, en fait, ils se sont rencontrés, par pur hasard, en Angleterre, alors que mon père, lui, il vient d'Afrique du Sud. Il est venu en Europe travailler aux Pays-Bas, et c'était une entreprise, néerlandaise qu'il avait embauchée, et il s'est retrouvé à refaire le deck sur ce bateau, et s'est très bien entendu avec l'équipage, donc a embarqué avec eux, et donc c'est là que mes parents se sont rencontrés. Donc c'est déjà dans ma maman faisait beaucoup de voile, donc je pense qu'elle nous a retransmis cette passion, avec mon grand frère. Et mon grand frère a commencé l'optimisme quand il avait 7 ans, et moi, bien sûr, je voulais tout faire comme mon grand frère, donc j'ai suivi un peu dans ses pas, et on a commencé à naviguer au Club nautique de Sainte-Maxime. Donc j'ai grandi au Plan de Natour, donc c'était, à 15 minutes de chez nous, et j'ai navigué là-bas pendant, je pense, 5-6 ans. Et voilà, ça c'est vraiment le début de mes aventures, nautiques, on va dire, et très poussées, je pense, par mes parents qui, bah, trouvaient que c'était un sport très, très, bah, libre à faire, surtout quand tu es jeune, pouvoir prendre un petit bateau et aller sur l'eau tout seul, c'est, enfin, franchement, c'est magique. Donc ça a commencé tôt. Je lisais qu'effectivement, quand on dans les interviews qui te sont consacrées, quand on te pose la question de savoir ce qui te plaît quand tu es sur l'eau, le mot liberté revient très, très, souvent. À l'époque, déjà, quand on a 7 ans, hem, tu te souviens des sensations? Tu te souviens de ton rapport avec l'eau, avec la mer, avec la voile, avec la glisse? Je me souviens que de base, en fait, je faisais énormément de sport, j'aimais ça, j'aimais la compétition, et en fait, chaque sport que je faisais, j'avais envie de me surpasser. Enfin, j'étais vraiment, attirée par ça, et donc la voile, c'était que un seul des sports que je faisais un petit peu, bah, en compétition. Le ski, je faisais du ski alpin aussi, donc en fait, je jonglais entre mes compétitions de ski le samedi, donc où ma mère m'emmenait, bah, dans les stations de ski, et le dimanche, on redescendait, j'avais mes régates de ligue, donc c'était vraiment, Mais non. ces deux sports étaient vraiment, prédominants dans ma vie, même, jeune, et en fait, c'est marrant parce que la voile, ça me faisait vraiment stresser d'aller sur l'eau et de faire des compétitions. J'adorais ça, mais les compétitions, c'était, je sais pas, j'avais un stress. Mais sinon, je me souviens, enfin, de mes navigations où je partais. J'aimais beaucoup quand c'était la tempête et qu'il pleuvait, et qu'il y avait des vagues. C'était vraiment ce que j'aimais le plus, alors que tous les enfants, je pense qu'ils avaient pas envie d'y aller. Mais ouais, je me souviens, j'ai toujours aimé, bah, être dehors, et pouvoir faire quelque chose de toi-même, et alors que tu es tout petit, quoi. Tu as un souvenir de compétition, en particulier justement de tes jeunes années, d'une victoire, peut-être d'un truc qui va créer un déclic chez toi? Hem
Bah, déjà en optimiste, j'ai gagné le championnat de France, je pense que c'était la première grosse, enfin, compétition que j'ai gagnée en tout cas et c'est là où j'ai un peu compris que je me débrouillais bien, je pense. C'est que j'ai un petit peu réalisé et ensuite en 420 aussi, je Bien pense, sûr. quand j'ai été, sacrée championne d'Europe, je pense que ça m'a quand même fait quelque chose où je commençais à réaliser que en fait, c'était un petit peu plus qu'un sport et que ça prenait quand même beaucoup de place, dans ma vie. Parce qu'il faut savoir que quand tu es jeune, en fait, tu as envie de passer beaucoup de temps avec tes amis, à l'école, que tu rates des anniversaires le week-end et qu'on te demande, qu'on comprend pas pourquoi et que même toi, au fond, bah, tu aimerais bien être là quand même avec tes copains et je pense que quand tu as des résultats qui commencent à apparaître, tu comprends qu'en fait, c'est un investissement que le temps que tu passes sur l'eau à t'entraîner, en fait, ça vaut le coup et que tu vois les résultats et je pense que c'est là où j'ai commencé à me dire: «Bah, peut-être que, bah, je passerai en série olympique après». Mais pas avant, je pense. Avant, c'était vraiment une passion et j'aimais le sport et ouais, je pense que j'ai commencé à réaliser que peut-être qu'à côté de mes études, je pourrais faire, de l'olympisme et continuer, et garder mon sport à côté. Ils ont quoi comme discours, ton papa et ta maman et même ton grand frère d'ailleurs, quand ils te voient justement, commencer à aller gagner, des titres, vachement intéressants? C'est marrant, mais je pense que j'ai été élevée comme ça et que mes parents avaient cette vision aussi. C'est que pour moi, ceux qui faisaient de leur sport leur métier, c'est qu'ils étaient pas bons à l'école ou qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire, dans la vie et qu'ils étaient perdus un peu et en fait, je m'étais jamais projetée, comme, sportive de haut niveau où c'était vraiment mon métier, que ça prenait en fait, bah, tout mon quotidien et mes parents du coup, m'avaient poussée à faire des études donc j'ai toujours été assez bonne élève, donc j'ai eu un bac mention très bien, bac S. Voilà, j'allais faire des études après, il y avait pas de négociation, peu importe ce que je faisais, mais c'était comme ça et que le sport, bah, ça finirait par, disparaître un petit peu de ma vie, en tout cas le sport de haut niveau et voilà, j'aurais un diplôme et j'irais, à me trouver un travail à côté, quoi. Et en fait, pas Et en du fait, pas du tout, ouais, c'est ça qui est assez drôle, mais en fait, pas du tout et ben, en fait, comme tu as dit, je suis partie en Angleterre faire mes études et j'ai fait du droit et en fait, à ce moment-là, j'avais envie de continuer la voile parce que j'adorais ça mais je ne savais pas quel support, quoi faire, mais c'était vraiment pas dans l'optique d'en faire, mon métier. C'était juste, voilà, de continuer dans le process dans lequel j'étais depuis mon entrée au Crêpes à Antibes. Donc, là, j'avais vraiment goûté au niveau, donc à la prépa physique, à intégrer, bah, le sport et les études et en fait, j'avais envie de continuer dans cet élan-là parce que j'adorais ça. Hem Et en Angleterre, du coup, j'ai essayé le kite. J'avais déjà essayé le twin tip avant, donc c'est différent du kite foil, c'est la planche sur l'eau et j'avais aimé le kite, justement, je trouvais ça trop, bah, trop cool et là, j'ai essayé le foil quand je suis partie en Angleterre et en fait, je me suis dit, «Même si je suis nulle et complètement débutante, c'est ça que je veux faire, quoi». C'est magique, c'est incroyable. Déjà, je voulais passer en solitaire parce qu'en 420, du coup, j'étais en double avec Anaël Pontieux? avec Anaëlle Pontieux et ensuite avec, Léa Sibertin-Blanc, qui était aussi une de mes équipières et avec un garçon aussi, Victor Mass, dans ma dernière année de 420. Donc j'avais ouais, bah, déjà jonglé entre différents équipiers et équipières et ça, c'était notamment dû, bah, qu'Anaëlle Pontieux était plus âgée que moi, donc elle passait son bac et ensuite, bah, elle allait faire autre chose, de sa vie quoi que du 420. Victor Mass, il faisait médecine, donc en fait, je voyais qu'il y avait quand même pas mal de complications, bah, le fait d'être, lié à quelqu'un et que tu dépendais toujours de quelqu'un et c'était quelque chose qui, moi, me gênait d'un côté, surtout quand tu es jeune, je pense que tu as pas les mêmes niveaux d'investissement. Donc là, de trouver un support que je pouvais faire toute seule, bah, du kite, en fait, ouais, j'ai mordu et c'était parti, quoi. Juste petite parenthèse, naviguer avec un garçon, naviguer avec une fille, kiff kiff? C'est Non, pareil? c'est pas pareil, c'est, différent et
suis très contente de l'avoir fait parce que déjà moi j'ai grandi avec un grand frère donc je suis assez, je suis pas une fifi, voilà on va dire ça comme ça en tout cas et donc de naviguer avec un garçon ça me faisait pas du tout peur. Mais quand même il y a des différences, dans le comportement, dans le tempérament, dans la manière de voir les choses ou de communiquer. Enfin j'étais encore très jeune mais maintenant j'ai un peu plus de recul dessus en tout cas. C'est très différent et moi, pour ma part, je préfère naviguer avec une fille et je trouve ça plus tu un petit peu plus sur la même longueur d'onde, niveau tempérament, en fait et tu peux envisager comment une fille va réagir parce que toi-même, tu es une fille et je trouve ça plus simple. Mais d'un autre côté, naviguer avec un garçon, je trouve ça moins attaché émotionnellement à ce qui se passe et plus factuel un petit peu et genre j'ai appris beaucoup de choses aussi à naviguer avec un garçon, donc les deux sont rapportent, leurs points forts, je pense. Ah, c'est intéressant comme analyse. Revenons à Southampton, donc cette découverte du kite, mais pendant ce temps-là, tu fais quand même des études de droit. Tu te prédestines, à quoi? Puisqu'on est bien d'accord, a priori, devenir sportif de haut niveau, c'est pas du tout dans les plans. Ouais. Alors de base, du coup, ça c'est quelque chose, je sais pas si, tu le sais, mais je pensais aller faire ma vie en Angleterre, si j'étais partie et j'avais pas spécialement envie de rester en France. J'avais pas j'ai grandi en France. Je suis française par, naturalisation, mais il faut savoir qu'en fait, j'ai une éducation très multiculturelle, en fait et mes parents ne sont pas français. Donc on parlait anglais à la maison, voilà, mon éducation n'est pas française et j'étais pas plus attachée que ça à rester en France. Donc j'étais partie, j'allais faire mes études, j'allais habiter là-bas et j'ai du coup aussi changé de fédération et je suis partie, pour la fédération, Well, anglaise de voile. Et donc là, j'ai pu intégrer le programme, de où ils faisaient une recherche pour trouver des filles en kitefoil et donc j'avais un petit peu essayé et ils m'avaient dit qu'il fallait que j'arrête mes études, pour pouvoir intégrer ce programme. Donc moi, c'était non. C'était, clairement, je ne ferai pas de ma vie, le sport, donc c'était non et donc j'ai un petit peu arrêté la voile pendant 1 an et demi. J'ai dû naviguer 2 3 fois, là-bas, surtout qu'il faisait très froid et moi je suis une sudiste donc le froid ça fait un peu mal oui, et mais en tu fait voulais quand même partir vivre en Angleterre, donc bon, bah, fallait ouais, vous en fait, habituer, madame, hein. je me suis vraiment rendu compte là-bas quand il commençait à faire nuit à 15h30 que c'était pas le sud de la France, quoi. J'ai eu, ouais, un petit choc violent et ensuite, donc j'ai passé 1 an et demi là-bas et ensuite il y a eu le covid pendant que j'étais en Angleterre. Donc là, c'était, un petit peu la panique, personne ne savait ce qui allait se passer, je suis rentrée en France donc en mars 2020, il me semble et là, donc c'était un petit peu, je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai fini mes études en ligne et j'ai demandé, à continuer à distance, même quand ils ont réouvert l'université pour que en fait, je puisse, apprendre le kite et vraiment, commencer à m'entraîner et c'est là que je suis revenue en France et qu'en fait, on ne savait pas trop les situations, avec les frontières, quand est-ce que ça allait vraiment ouvrir, et en fait, j'ai fait ma demande de revenir à la fédération française parce que, c'était un petit peu incertain et pour moi, j'étais bloquée au plan de Natour chez mes parents et genre, on savait pas si ça allait durer, 3 mois, 6 mois, Bien 1 sûr. an, voilà. Donc vu que j'étais jeune, en fait, les transferts se sont faits super facilement et c'est là que je suis arrivée à hier et que j'ai commencé à m'entraîner avec, du coup, l'équipe de France et débutante, hein, complètement, débutante. Mais c'est là que j'ai, du coup, rencontré Ariane Humbert qui était, Bien l'entraîneur de sûr. l'équipe de France et le reste du groupe. La fameuse plage de l'Almanar, le Exactement. fameux bras, de l'Almanar. Ceci dit, tu as pas répondu à ma question. Tu t'imaginais, Ah pardon, non, je t'en je prie. Tu t'imagines mais il faut dire que je pose des questions très, très longues, hein, c'est de ma faute. Tu t'imaginais en quoi? En avocate, en voilà, qu'est-ce que tu te disais à faire des études de droit en Angleterre? Oui, je m'imaginais en tant qu'avocate, je pense, enfin je m'imaginais. Je pense que j'imaginais pas trop du coup parce que, j'ai un ma tante, était avocate, chez Thales pendant, toute sa carrière presque. Donc j'avais un petit peu ce rôle modèle devant moi de ma tante et
J'ai fait des études, en droit, donc la suite naturelle était de devenir avocate. Bon, alors ce sera pas le cas évidemment, on l'a bien compris, enfin en tout Oui. cas, tout de suite, hein, parce hem, il y a donc cette rencontre avec Ariane Humbert, avec, l'équipe de France et on le disait, hein, l'équipe de France va quand même très vite, heu, faire montre de son talent à partir du moment où le kite va devenir, série olympique. Toi, tu le dis, hein, tu arrives dans cette, équipe-là complètement débutante. Déjà, ça dit quoi de toi de te retrouver dans cette équipe-là où tu connais pas trop le support, mais d'aller te frotter à ces gars et ces filles? Tu te sens comment? Voilà, tu as cette volonté d'apprendre, tu es dans quel état d'esprit? Je suis dans un état d'esprit où ouais, j'avais vraiment envie d'apprendre et il faut savoir que, quand je suis arrivée à hier, aux JO, c'était censé être un relais mixte, le kite, Tout donc à fait. où une fille et un garçon allaient, courir en binôme et il y allait y avoir qu'une seule médaille et en fait, c'est ça, je pense, qui m'a vraiment, permis de faire un tremplin entre le niveau très débutant et en fait, être, encadrée par, ces garçons qui avaient envie de faire progresser les filles pour avoir un binôme, d'un bon niveau. Efficace, quoi. Ouais. Mmh. Exactement et en fait, donc en arrivant à hier, déjà tout c'était encore très, c'était pas super professionnel encore le kite, c'était très nouveau, c'était encore sport de plage et tout le monde était encore à la cool, voilà, c'était très, voilà, l'ambiance kite et en fait, du coup, moi j'ai eu la chance, il y a Théo de Ramcourt du coup qui est mon copain aujourd'hui d'ailleurs, qui en fait, quand je suis arrivée, il a énormément cru en moi, je pense par mon passif je De venais régatière? de Ouais. régatière exactement, donc j'avais pas du tout les compétences, kite, mais par contre je savais régater et en fait, il a vraiment, cru en moi et en mon projet et en fait, il a directement voulu se mettre en binôme avec moi, même si je ne savais pas virer, empanner, rien, je ne savais à peine tenir debout sur le kite et en fait, je pense qu'il m'a énormément aidée à progresser rapidement en kite et avoir des super bases, en kitewheel et de là, en fait, j'ai progressé, je me suis entraînée, j'ai passé des heures sur l'eau et j'ai une grosse volonté d'apprendre donc ça me dérangeait pas. Au contraire, j'aime vraiment avoir un challenge, devant moi et aller le chercher et même si pour tout le monde ça paraissait, lunaire un petit peu, moi j'y croyais et je me suis dit que enfin je tant que je n'ai pas atteint ce que je voulais, ben, je continuerai à travailler, j'irai le chercher. Donc, j'ai attendu vraiment d'avoir fini mes études en 2021 pour, m'entraîner, à plein temps et vraiment me dire: «OK, ben, en fait, là tu vas essayer de te qualifier pour les JO en 2024». Donc, c'était tard, mais moi j'y croyais, je croyais en ma volonté d'apprendre et de progresser et d'essayer d'aller chercher ce but, quoi. Tu sais, ça vient d'où cette, volonté acharnée? J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est très Ouais. ancré chez toi. C'est je pense, du côté de mon père. Enfin, même mes 2 parents, ils sont très, ils ont pas peur de travailler, ça c'est très clair et mais je pense surtout du côté de mon père, ils ont une grosse, culture du travail, en fait, dans la famille, que même si, même si un dimanche, tu pas besoin de travailler et tu devrais te reposer, ils ont vraiment tous, cette éducation, en fait, ils sont obligés de faire quelque chose, de construire des trucs avec leurs mains. Ils sont tous maçons du côté de mon père ou enfin du de son côté paternel en tout cas et en fait, ils sont obligés de travailler et je pense que j'ai un peu, ça en moi aussi, c'est que ça me fait pas du tout peur d'aller travailler pour quelque chose qui est dur et que, je pense que pour moi, ça se mérite en fait quelque chose et si tu mets, de l'énergie dedans, tu verras forcément des retours et même si c'est pas, les retours que tu espérais, ça tient qu'à toi, en fait. Donc je pense que j'y crois et j'ai confiance en ma capacité de tout donner pour aller chercher quelque chose que je veux.
Donc dès 2021, même si, sur le papier peut-être c'est un peu tard, tu dis: «Bon, les Jeux de Paris en ligne de mire», on rappelle, même si, je pense que maintenant tout le monde le sait, mais qu'effectivement en voile, il y a un sélectionné, par discipline et par, pays. Donc forcément les places sont archi chères. Ces 3 ans de préparation, il va y avoir évidemment la concurrence avec, Lauriane Nolot qui elle va être vraiment flamboyante, aussi, et qui va aller chercher des titres de championne du monde. Vous vous apportez quoi mutuellement, toutes les 2? Alors je pense qu'il y avait aussi Poema Newland qui était une Oui, troisième française, dans la boucle. Donc Poema et Lauriane avaient commencé bien avant moi. Moi, j'étais encore, un la cran petite très en nouvelle? dessous. Comment? La la petite nouvelle? Ex Exactement, je j'étais un cran très en dessous et j'étais même pas, je pense, dans l'équation, pour, pour, espérer se qualifier aux Jeux, à part dans ma tête et Ce qui est déjà pas mal. qui est déjà l'essentiel, je pense aussi et en fait, je me suis donné 1 an, en fait, après avoir, eu mon diplôme jusqu'en 2022, voir ce que ça donnait une année où je m'entraînais comme, les autres et c'est là où moi j'ai décroché le titre de vice-championne d'Europe l'année d'après et c'est de là, en fait, que je suis un petit peu rentrée dans cette trilogie où, en fait, c'était possible que moi aussi je prétende aller aux Jeux et je pense qu'en fait, notre niveau est devenu très élevé à toutes les 3 parce que, on voulait toutes y aller quoi et qu'il y avait du niveau, en France et qu'on je pense que toutes les 3 on a cette envie de gagner donc je pense qu'on s'est apporté dans le sens où le niveau faisait que monter, à un tel point qu'on a fini, toutes les 3 dans le top 4 mondial en 2024, ce qui est énorme. Je sais ça n'a pas été fait en kitefoil, en tout cas avec d'autres nations et je pense que ouais, on se motivait mutuellement, par la concurrence, en fait et qu'on avait cette envie d'aller aux Jeux, quoi. Il y avait une émulation, dingue. Jessie, en 2023, donc on est 1 an avant les Jeux, tu vas avoir un accident, gros Oui. accident. Tu nous racontes? Oui, du coup, en fait, comme j'ai dit, j'ai énormément cravaché sur l'eau, pour rattraper mon retard et en fait, en début 2023, j'ai commencé à faire un burn-out, de navigation. De trop? J'avais plus envie de naviguer, je venais d'avoir mon titre de vice-championne d'Europe. Tout l'hiver, j'avais vraiment, vraiment cravaché encore, pour encore remonter d'un cran et j'ai eu une entorse au cervical, cet hiver-là, qui a un petit peu été une alerte que j'ai pas trop pris comme une alerte, mais où mon corps commençait à me dire, que c'était trop et suite à ça, donc on a eu, les compétitions de début d'année et j'avais plus envie de naviguer, j'avais plus envie d'aller à l'eau, vraiment, je m'entraînais presque plus, quoi. C'était plus là, j'avais envie de faire autre chose, de voir, d'autres personnes, et en fait, en août de la même année, du coup, on était à un entraînement équipe de France ici à l'Almanach. Pareil, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas forcément envie d'être là et il y avait beaucoup de vent, donc du Mistral, le vent, vient de la mer à l'Almanach. Donc c'est là où c'est un petit peu dangereux pour les kites, il faut faire attention quand tu décolles ton aile parce que tu Ne pas être peux projeté, ouais. la direction, c'est vers la terre, en fait Mmh. et en décollant ma voile, j'ai eu un problème avec une poulie qui s'est bloquée et qui a fait que ma voile a tiré d'un côté et en fait, j'ai fait un vol, de 15 mètres de long, et en étant tirant, vers l'avant, en fait et j'ai impacté le sol et je me suis cassé, le péroné, le dos et une clavicule, quoi donc et en fait, il y avait du coup les autres qui étaient là quand j'ai eu mon accident et heureusement d'ailleurs parce ils ont couru vers moi pour larguer ma voile, pour éviter que ça reprenne et que en fait, je meure quoi. Parce que c'était ça l'étape d'après, c'était si ma voile, reprenait et qu'elle se regonflait, je pense que j'aurais pas été là pour faire cette interview quoi. Donc c'était violent. Ouais, quand tu repenses, je trouve que ton visage change un petit peu. C'est encore émouvant comme moment? C'est émouvant dans le sens où je me dis que ça aurait pu très mal finir et que j'ai eu
énormément de chance en fait, de que ça se finisse comme ça et que ça se finisse pas d'une manière, fatale. Je pense que c'est quand même un choc, c'est au-delà du sport, là, on parle même plus de sport, c'est l'être humain en La fait, vie la vie que ou la mort, quoi. Mmh. exactement et je pense que ça te fait réfléchir après, que tu aies vécu quelque chose comme ça. Tu vois plus la vie de la même manière un petit peu. Et justement, tu nous as quand même, parlé de burn-out, de «j'ai plus envie», de «pourquoi je suis là», de cet accident, qui aurait pu être, vraiment, heu, fatal. J'emploie tes mots à toi. Comment on se relève de ça? C'est-à-dire que comment, bah, l'année enfin 2 ans après, on est championne du monde, évidemment, on va y revenir. Hem, comment toi tu as enclenché ce processus de retour, entre, retrouver l'envie déjà, te soigner bien sûr, te rééduquer évidemment, faire fi de la peur peut-être aussi? Ça a été quoi ce moment qui a dû être, très, très dense après justement? Bah, il faut savoir que je me suis retrouvée du coup, 2 mois alitée à l'hôpital pendant que les premières sélections pour les Jeux se passaient du coup pour, les françaises et en fait, 2 mois dans une chambre d'hôpital, tu as beaucoup de temps pour, réfléchir et et tu as rien d'autre à faire et c'est long, hein, mais tu as beaucoup de temps pour réfléchir de tout et en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'étais mieux dans ma chambre d'hôpital que dans mon environnement, actuel de kite et je me suis dit que c'est pas normal, c'est pas Non. normal que je ressente ça, c'est pas normal que, bah, là, en fait, je suis mieux qu'à faire, le sport qui m'anime et qui me passionne, et qu'en fait, même tu t'en fiches, tu vois, qu'il y ait des sélections qui passent pour les Jeux là, j'avais qu'une seule envie, c'était que la douleur s'arrête et que, bah, que je puisse, me rhabiller toute seule, pouvoir manger toute seule, marcher. En fait, on se rend pas compte de tous ces petits privilèges dans la vie et je t'assure que quand tu ressors de là, tu savoures beaucoup plus la vie que, bah, que tous les jours où tu te plains, d'un petit truc de travers, quoi. Donc ça m'a vraiment fait relativiser sur tout et aussi me faire me rendre compte que j'étais pas dans un environnement qui m'allait, c'était pas ce qui me correspondait et c'est de là où j'ai vraiment, bah, j'ai commencé à voir une psychologue pour la 1re fois de ma vie, donc à discuter de tout ça et d'extérioriser autre qu'à des personnes qui étaient mes amies et c'est de là où j'ai eu la réflexion, en fait, de vouloir changer de fédération et donc dans ce process, je pense que je voulais aller au bout de mon truc, en France et finir la Oui, les vieux sélection et pour la les Jeux. sélection, bien sûr, ouais. Mmh. Exactement et j'allais me donner les moyens, ça, il y avait pas de doute là-dessus. C'est que, bah, tous les jours, j'allais à ma rééducation, dans un premier but de pouvoir remarcher, mais au bout du tunnel, je savais que j'allais finir la sélection pour les Jeux et je suis pas quelqu'un qui commence quelque chose qui ne le finit pas, quelle que On soit est bien la manière, voilà. Donc pour moi, voilà, j'allais la finir, de la meilleure manière que je pouvais et avec les moyens que j'avais et dans un second temps après ça, c'était vraiment, bah, la date butoir pour moi une fois que la sélectionnée était choisie, que, en fait, j'allais vraiment prendre du recul sur, tout l'environnement du kite et que en fait, j'ai dû créer cet environnement et c'est là où bah, les Hollandais m'ont tendu la main avec, bah, grand plaisir, aussi considérant mes résultats, je pense que c'était aussi aide. ouais, ça a aidé beaucoup et c'est de là, en fait, que j'ai changé, que j'ai vraiment pris la décision de changer. On va évidemment, y revenir, mais je voudrais qu'on parle justement de cet pluriculturalisme dans lequel tu as grandi. D'aller chercher la fédération hollandaise ou plutôt enfin néerlandaise pardon et c'est eux qui sont venus te chercher. Comme tu as pu être aussi, sous, la bannière, britannique, à une époque, quand tu faisais tes études. Hem, Vous avez grandi comment vous, dans votre environnement justement, à parler anglais à la maison, avoir, plein de cultures, différentes? Ça apporte quoi finalement pour, la personne que tu es aujourd'hui ou la personne qui grandit? Je pense qu'on a une ouverture d'esprit que, bah, peu ont. Je pense que ça aide vraiment, là-dedans qu'en fait on a des un
dès un tout jeune âge, on parlait 2 langues. Mon père, il parle aussi le hollandais, le afrikaans, qu'il a arrêté de nous parler quand on était petits parce qu'on apprenait le français. Donc déjà, je pense que ton cerveau, il se développe d'une manière différente et qu'en fait, on voit un petit peu de tout. On voit, comment, des Français, évoluent et comment ils communiquent et comment ils sont éduqués. Mais que nous, d'un autre côté, on avait aussi un autre schéma, familial qui était aussi différent. Donc je pense que dès un tout jeune âge, tu as une ouverture d'esprit qu'on peut pas juste enseigner à l'école et que tu baignes là-dedans. Et je pense que, bah, ça fait que c'est marrant, j'en ai parlé avec mon frère il y a pas très longtemps, mais que, si on nous demande d'où on vient, on n'arrive pas trop à répondre. On sait pas trop, quoi répondre si on vient de France, si on vient d'Angleterre parce qu'on est tous les 2 nés là-bas, si, on n'a pas vécu en Afrique du Sud, mais on a quand même toute notre famille là-bas. Donc ça crée aussi, il y a beaucoup de choses en toi et ton identité, en fait, elle est étalée et je pense que ce que j'ai vraiment appris, c'était que, là, quand j'ai changé de fédération, j'ai jamais vécu aux Pays-Bas, je ne parle pas le hollandais non plus, mais qu'en fait, je pense que tu sens au fond de toi qu'est-ce qui te correspond et ce qui te fait te sentir chez toi et je me sens chez moi à la fédération, néerlandaise, en tout cas. Tu as appris à parler un peu néerlandais quand même? Ça arrive un petit peu. On n'est pas sur la langue la plus facile du monde quand même, hein? Non, c'est compliqué et après je suis entourée de néerlandais très souvent donc j'apprends au fur et à mesure. Mais avoir une conversation encore en néerlandais, on n'y est pas encore. Comment ça se passe justement d'être, en orange maintenant et plus en bleu, de vivre malgré tout, ailleurs? Comment s'organise ton temps? Comment s'organisent tes entraînements? Du coup, mon temps, je le passe donc, à Hyères, ça c'est ma base, donc où j'ai un pied-à-terre et je fais des allers-retours à La Hague, donc aux Pays-Bas parce que la fédération est basée là-bas. Donc je vais voir les experts, aux Pays-Bas. Je passe un petit peu de temps là-bas, mais à vrai dire, on passe, la plupart de l'année à l'étranger en compétition et à s'entraîner ailleurs. Donc en fait, ça change pas tant que ça, c'est juste que je m'entraîne, plus trop ailleurs comme, je le faisais avant et quand je rentre, c'est plutôt pour me reposer et retrouver, une vie, «normale» entre guillemets, où je mets des habits normaux, où je vais passer des soirées avec mes copines, et que je coupe un petit peu plus du milieu du kite et j'ai trouvé un équilibre comme ça, en fait, quand je rentre ailleurs, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est du repos et c'est chez moi et c'est pas forcément lié au kite et je pense que en fait, ça me met beaucoup plus dans un équilibre, avec, ce rythme-là entre les Pays-Bas et hier. Justement, j'allais t'en parler de cet équilibre, là parce que tu n'as que 25, allez bientôt, 26 au mois de mai. Heu, il a été difficile à trouver cet équilibre-là? Je pense que c'est difficile à trouver, surtout pour quelqu'un comme moi qui je m'écoutais pas trop dans le sens, j'ai fait un burn-out, clairement, donc je m'écoutais pas dans le sens où c'était trop et que tant qu'on ne m'empêche pas de le faire, je le ferai, quoi. Donc là, le fait d'être avec, donc les experts aux Pays-Bas, ils ont un peu plus de recul là-dessus et ils essayent en fait de m'apprendre que c'est pas parce que tu t'entraînes, tous les jours de toute l'année que ça va être mieux que de s'entraîner, la moitié de ce temps-là, mais de bien te reposer et en fait, je suis en train de leur faire confiance dans ce process, qu'aujourd'hui j'ai atteint un niveau qui est déjà très élevé et qu'en fait, aller me mettre en burn-out, et voilà, vraiment épuisée dans ma ressource d'énergie, c'est pas ce qui allait me servir le plus et au final, c'est vrai que je ressens pas, cet épuisement, énorme en fait où tu arrives au bout et que tu en peux plus et que justement, j'ai l'impression que je pourrais toujours en faire plus, mais aussi, je suis pas non plus, en sous-dose. Donc en fait, c'est un équilibre, ouais, que je pense que les experts qui m'entourent m'aident vachement à le trouver. Alors on va quand même, parler résultats, Jessie, parce que cet équilibre, il va porter ses fruits. En juillet 2025, tu vas remporter l'épreuve qui se déroule sur le futur plan d'eau des Jeux en 2028 et puis surtout en octobre, 2025 à Cagliari, donc en Sardaigne. Oui. Tu vas devenir championne du monde.
Ouais, c'est, Alors là, autant vous dire, je dis aux auditeurs, auditrices, hein, là, on a alors les fossettes, hein, dont on parlait, au début dans l'introduction, donc là, elles sont hyper creusées parce qu'autant vous dire qu'on a un hyper grand sourire quand, oui. on parle de cet épisode-là. Hem, Tu attaques cette épreuve, avec quel état d'esprit? Tu as déjà couru, hein, sous les couleurs, néerlandaises en juillet justement, notamment, à Los Angeles, mais là, c'est le championnat du monde. Ouais, j'attaque cette épreuve, je pense que je suis très bien mentalement et je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi bien, en fait, et heureuse dans ma vie et aussi fière, en fait, de ce que j'avais mis en place, depuis juin, quelques mois auparavant et c'est la première fois où je me dis: «En fait, j'ai envie de gagner le championnat du monde» et c'est ton moment, quoi. Tu as vécu beaucoup de choses, tu as traversé beaucoup d'épreuves et en fait, là, aujourd'hui, il y a plus rien qui te freine, en fait, dans ce que tu vas atteindre et donc j'attaque vraiment dans cet état d'esprit-là et en fait, à Los Angeles, l'été enfin 2 mois auparavant, c'était ma première compétition depuis, 1 an et demi, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas couru et en fait, j'ai survolé l'événement à ma grande surprise parce que, je m'étais pas trop entraînée en début d'année, je changeais de fédération. Je travaillais à Weldom, donc un magasin de bricolage qui est à Hyères parce qu'en fait, je pouvais pas faire de compétition le temps que mon transfert se fasse. Donc je faisais complètement autre chose. J'étais un peu déconnectée du milieu de la voile et je reviens et à Los Angeles, j'ai survolé l'événement, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé et là, au mondial, il y avait les mêmes personnes qu'à Los Angeles, mais les Chinoises en moins et les Chinoises, c'était vraiment ma concurrence à Los Angeles donc là, je me suis dit: «Bon, on va voir comment ça se passe, mais j'ai envie de remporter ce championnat du monde» et au final, c'est ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que tu gardes, un moment, une manche, un départ, est-ce qu'il y a quelque chose de voilà, qui va rester gravé de ce mondial? Ouais. En fait, mon papa est venu le dernier jour, donc le dimanche, on a un format final le dernier jour Ouais. où les médailles sont décidées et en fait, mon père, il faut savoir qu'il s'est séparé de ma mère il y a 2 ans, donc ils se sont séparés sauf que, il allait partir habiter en Afrique du Sud une fois que le divorce était finalisé et là, en fait, le dimanche quand il est venu me voir, au championnat du monde, où je jouais ma médaille d'or et c'était son dernier jour en Europe et du coup, en fait, il était venu juste pour me voir et après ça, il prenait l'avion et il partait en Afrique du Sud. Donc en fait, je suis rentrée à terre et mon papa était là, quand je suis devenue championne du monde et en fait, voilà, il est venu et mon père, faut savoir que je le vois pas très souvent pleurer. Je sais même pas si je l'ai déjà vu pleurer d'ailleurs et en fait, il s'est effondré en larmes et il était, c'était très, très fort comme moment et surtout que c'était la dernière fois que je le voyais, je sais pas quand, la prochaine fois que je le verrai, ce sera en Afrique du Sud. Donc c'était fort à la fois, c'était, je pense de la fierté de sa part que, je me suis relevée d'un accident et que en fait, je me suis battue jusqu'au bout et que ça a payé quoi et qu'enfin j'ai réussi à trouver, un équilibre et à remporter un titre mondial, ce qui est énorme et aussi que, voilà, c'était aussi les au revoir quand mon père partait donc c'était très, très émouvant et c'était aussi, c'était un relâchement, je pense, d'émotions. Ah bah, là, ça y est, tu m'as mis ma petite boule dans la gorge. Pardon. J'ai les yeux qui se mouillent. Oh là là. Ouais, Bon, oui, alors forcément, là, c'est certain que ouais, c'est un sacré, 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 ouais. moment. Ça fait vraiment du bien. J'ai toujours cru que, voilà, ça finira par arriver, que quand tu te donnes pour quelque chose, comme j'ai dit, c'est forcément un jour ça va payer. J'étais tellement fière de m'être accrochée et d'avoir trouvé les moyens pour que, je sois heureuse et que ça puisse payer aussi dans mon sport. C'était vraiment ça, c'était une fierté, je pense. Il y avait des posters de qui dans ta chambre, Jessie, quand tu étais petite? Lindsey Vonn, je pense que tu vois qui c'est? Bah, bien sûr. Voilà, donc ouais, j'étais fan. J'avais sa combinaison de compète de ski, j'avais son casque, j'avais, tout. Lindsey Vonn, c'était vraiment mon idole
et bah, aujourd'hui, on le voit bien, hein, elle fait encore des choses incroyables, donc je pense que j'avais le flair et ouais, j'étais hyper inspirée par ce qu'elle faisait. C'était, bah, la meilleure, skieuse, bah, Du monde, à ce ouais. moment-là, ouais. Et maintenant peut-être Mikaela Shiffrin, elle a bien rattrapé, mais c'était vraiment une référence dans le ski et c'était une femme. Je pense donc aussi c'est plus simple, bah, d'avoir une S'identifier. femme en tant qu'idole, oui, exactement. Et même j'adorais le ski, donc ouais, c'était vraiment, Lindsey Vonn, partout, quoi. Tu dis, c'était plus facile d'avoir une femme, pour s'identifier. Les femmes dans votre milieu, dans ce monde de la voile, tu vois leur place comment? Alors Je en vois olympisme, c'est vrai que c'est un peu particulier puisqu'il y a quand même des catégories et vous il y a vraiment, voilà, les hommes et les femmes, donc il y a la place, si je puis dire. Ouais, je pense que ça évolue énormément. Donc en olympisme, il y a une grosse parité entre les 2. Donc bah, ça aide qu'il y ait du mix déjà en olympisme, qu'il y ait des supports où il y a que des femmes et que des hommes. Et sinon dans le reste de la voile en course au large, je pense qu'on en voit beaucoup plus et des Ouais, femmes, reconnues même, bah, si je peux prendre, Violette, qui a fait du 420 avec moi, quand on était plus petites et qui Violette maintenant, Orange, Violette Derange et qui maintenant est bah, je pense que c'est l'une des navigatrices, les plus reconnues en tout cas, de par ce ah qu'elle a c'est fait sûr. d'un tout jeune âge et que c'est un petit bout de femme qui a réussi à, bah, faire le tour du monde. Je pense qu'on retrouve de plus en plus, une place pour les femmes, mais que donc par exemple, avec la coupe où il y a eu une obligation qu'il y ait une équipe femme, que cette coupe-là, il y ait une obligation qu'il y ait une femme à bord, bah, de l'équipe, Challenger. Je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait des moyens mis en place pour que les femmes arrivent à intégrer ce milieu et à aussi augmenter leur niveau de compétence et qu'elles aient Mmh. l'opportunité pour le faire. Et je pense que ça va aller dans le bon sens et même les hommes, je les trouve assez, bah, conscients de ça et aussi ouverts à ce que, bah, des femmes intègrent ce milieu et je pense que même eux, ils commencent à ne plus trop voir la différence entre hommes et femmes comme il pouvait y avoir dans le passé et qu'ils acceptent, et au contraire, ils sont proactifs là-dedans. Bah oui, parce que 2024, il y a quand même la Women America's Cup effectivement, où tu vas être sélectionnée comme pilote remplaçante, hein, si je me C'est trompe ça. pas, Jessie. Cette expérience-là, elle t'a apporté quoi? Déjà, c'était un pied dans un milieu que je ne connaissais pas du tout et qui est un milieu super différent de l'olympisme. Donc, il y a tout un staff autour, avec, bah, des moyens technologiques qui sont mais extraordinaires. Il y a, bah, tout un shore crew en fait, qui s'occupe aussi du bateau, qui fait en sorte que, bah, les navigants puissent aller à l'eau tranquillement. En fait, j'ai vraiment vu que sans toute l'équipe, bah, le but n'était pas atteignable et que c'était vraiment chaque personne de l'équipe qui comptait et qui aidait à faire en sorte que la machine, bah, tourne, d'une manière idéale et c'était aussi hyper inspirant d'être, bah, à côté d'anciens champions olympiques ou de médaillés ou, de personnes qui ont fait des choses extraordinaires en voile. J'ai trouvé ça super inspirant et aussi le fait de retravailler dans un groupe, en fait, en collectif avec, bah, d'autres filles, ça, c'était vraiment chouette et j'ai vraiment aimé. Ouais, toute l'expérience, j'en garde un super souvenir et bah, voilà, un jour, il y a tout le monde qui rêve d'aller sur la coupe ou sur cette GP et que c'est un petit peu bah, l'après, carrière olympique, pardon et si un jour je peux intégrer ce milieu et continuer à ce que mon sport soit mon métier, j'aimerais vraiment beaucoup. Après reste à voir ce que le futur, nous dit, quoi. Oui, l'avenir, on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, bon allez, j'allais dire les prochaines années, on imagine, hein? Un truc, sur, la côte ouest, des États-Unis évidemment. Hem, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les voilà, les prochaines semaines, les prochains mois? Et qu'est-ce que tu te souhaites toi? Je pense qu'on peut me souhaiter, de continuer à y croire. Je pense que je pense que c'est l'outil essentiel pour arriver, au bout de son projet. Si toi-même tu n'y crois pas, même si des gens autour de toi y croient, je pense que c'est difficile d'atteindre, ses objectifs et ses rêves même
Mmh. Et voilà, j'espère de belles victoires sur l'eau et une belle carrière, sportive, quoi. Mais en tout cas, voilà, toi, tu as su, effectivement, faire de passages, compliqués. Et je repense évidemment à 2023 qui est quand même une année charnière, hein, j'ai l'impression. Voilà, d'en faire, finalement quelque chose de joli et de travailler pour, en tout cas. Merci beaucoup, Merci à toi, Jessie, Hélène. d'avoir été, l'invitée de Navigante. On va te souhaiter plein de belles choses, évidemment, pour la suite. Et puis merci d'avoir pris de ton temps. Là, tu vas faire quoi aujourd'hui? Tiens, raconte-nous. Alors ce matin, je me suis réveillée avec une petite pulsion antidopage donc ça m'a un petit peu coupé dans mon sommeil, d'où, pourquoi j'étais un peu en retard, donc là, je pense que je vais aller faire une petite sieste tout à l'heure et voilà, demain, je reprends, tout doucement l'entraînement à la salle et je vais me reconditionner pour ça, parce que ça fait quelques jours que je me repose. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour de repos, on va dire. Donc je vais profiter d'être ailleurs et de voir mes amis et voilà. Bon, bah, on te souhaite une très belle journée, puis merci beaucoup d'avoir été, avec nous pour ce nouvel épisode de Navigante. Merci à toi, Hélène, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Sailors. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Sailors, c'est gratuit et elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur sailors.com. À bientôt.